Et bien voilà, de retour sur le plateau de la Côte Imo avec Stéphane Descartier. Bonjour Stéphane Descartier. Bonjour Sylvain, bonjour Eva, bonjour Voilà, à tous. fondateur de la Maison de l'Investissement. Alors justement, l'investissement locatif, c'est une question qui peut se poser pour différentes raisons au cours d'une vie. Ça peut être l'investissement en vue de la retraite, par exemple, se faire des compléments de revenus ou de la plus-value. C'est pas toujours évident de s'y retrouver parce qu'il y a beaucoup de dispositifs, vous le savez Stéphane, fiscalement qui aujourd'hui, on le voit en poupe. Hein. Je fais allusion notamment pour le neuf avec le Pinel Plus maintenant. Alors, on a une succession de dispositifs qui portent chacun le nom d'un ministre, comme si finalement il était de bon ton qu'un ministre appose son loi sur une loi fiscale. D'abord, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, première question que je peux vous poser, qui est de néophyte, à qui s'adresse l'investissement locatif? Est-ce qu'il existe un profil type? Comment on définit le modèle de l'investisseur ou le profil de l'investisseur, Stéphane? Alors aujourd'hui, l'investissement locatif s'adresse à beaucoup de profils, mais je dirais à la limite aujourd'hui à tous ceux qui sont finançables ou qui ont éventuellement du cash à mettre dans une opération. Bon, il n'y a pas mieux pour créer du patrimoine ex nihilo, grâce notamment au levier bancaire, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même encore le seul placement que vous pouvez faire, bon, avec la création d'entreprise, mais c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, avec le levier, effectivement, de la dette. Et c'est, alors, pour le coup, aujourd'hui, un excellent moyen de se protéger de l'inflation, parce que l'inflation arrive et on est parti quand même pour quelques années d'inflation, et l'immobilier prend l'inflation. En France, depuis l'après-guerre, on n'a jamais eu de décennie qui n'ait pas pris l'inflation. Même la pire décennie, 91-2001, l'immobilier prend l'inflation. Donc c'est quand même un excellent moyen de se protéger de l'inflation. Et on est toujours, encore aujourd'hui, dans des conditions de taux ultra négatifs, puisque, vous le savez, Sylvain, on va faire, bon an, mal an, 5% d'inflation cette année, et on emprunte encore à 2%. C'est-à-dire que c'est du jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu une configuration comme ça. Pourtant, dans la perception du public, effectivement, tous les économistes de base vont comprendre que ce sont des taux d'intérêt négatifs quand on est au-dessous de l'inflation, mais le public, lui, ne le perçoit pas de cette façon-là. Non, parce que les années... Force est de constater qu'on a une perte significative du pouvoir d'achat. Oui, bien sûr. Et le ralentissement de la primo-accession, c'est pas neutre. Non, tout à fait, c'est clair. Mais pour l'investissement locatif, c'est vrai qu'avec les loyers en face qui vont avoir tendance à augmenter, qui vont suivre l'inflation bon an mal an, même si il est peut-être question on parle de les freiner. Des IRL. Alors les geler peut-être pas, mais en tout cas mais oui, de le freiner. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a, c'est que les gens ne se rappellent pas, et il faudrait peut-être qu'ils interrogent leurs parents, parce que dans les années 70-80, nos parents ont payé leur maison, leur appartement en des temps records. Puisque quand il y avait de fortes années d'inflation, la dette était diluée quand même de façon extrêmement rapide, ce qui fait que les charges de remboursement s'allégeaient d'année en année. Et je vous parie, Sylvain, que dans quelques années, on regrettera de ne pas avoir pris plus de dettes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'inflation explose, on a encore des taux ultra bas, et on regrettera, je vous le dis, on en reparlera, on regrettera de ne pas avoir plus prise de dette. À Paris il y a 20 ans, oui, quand on est arrivé. Alors, dans ces temps... Restons sur la même trajectoire, si vous voulez bien. Dans ces temps qui laissent présager finalement la désertion des investisseurs, on le voit bien quand même, des ralentissements qui sont liés au durcissement des octrois de crédit. Vous le savez, les injonctions du HCSF sont extrêmement claires. Avec, alors, première contrainte. Deuxième contrainte, on voit une espèce d'inflation de l'encadrement des loyers dans les grandes métropoles. Donc, mythe ou réalité, pour l'instant, le bilan... il est quand même plutôt en demi-teinte. La rénovation énergétique, ça y est, c'est fait. 1er juillet, on est dans le moratoire. Tout à fait. Ça va durer jusqu'à 2034 sur les 7 lettres énergétiques. Alors, question d'investisseur basique, est-ce que ça vaut encore la peine d'investir en zone dite tendue, gros agglo, grande agglo, ou plutôt des zones détendues? Alors, pour juste un mot sur le HCSF, c'est quand même assez incompréhensible que l'État donne des avantages, notamment fiscaux, ou donne des avantages aux investisseurs pour créer du logement, et que de l'autre côté, il coupe les robinets du crédit, puisque le HCSF, tout le monde a bien compris que c'est l'État, on est bien d'accord, c'est la Banque de France et Bercy. Tu ne peux pas faire plus l'État que ça. Donc l'État encourage d'un côté, mais freine de l'autre. Va comprendre Charles, c'est quand même un peu incompréhensible. Alors pour revenir à ce que vous disiez, zone détendue... Je fais surtout allusion à l'exode
urbain, Oui. entre guillemets, Oui, tout à fait. qui a revitalisé certaines régions, et vous le savez, puisque vous vivez dans une région Tout à fait. qui était en berne démographique, Tout à fait. et qui retrouve des couleurs Tout à démographiques. fait. Tout à fait. Je trouve ça assez anecdotique sur le principe, parce que Mmh. c'est même une ironie du sort, Ouais. que certains territoires qui étaient un peu laissés pour compte redeviennent aujourd'hui hyper bankable pour l'investissement. Ben, ce qu'on a vu depuis le Covid notamment, mais moi je l'avais déjà remarqué, j'avais déjà soulevé cette impulsion-là. C'est-à-dire qu'on est allé trop loin, notamment sur les prix pour les grandes métropoles. Paris aujourd'hui baisse, les grandes métropoles vont stagner en prix, c'est à peu près sûr. Les villes moyennes, les zones détendues, j'allais dire, vont au moins se tenir. Je ne pense pas non plus qu'il y ait de fortes augmentations des prix. L'année dernière, on a eu une forte augmentation des prix sur les villes moyennes. Je ne suis pas sûr que ça suive véritablement. Mais surtout, ce qui est important, c'est que dans les zones tendues, très tendues, les grandes métropoles, on peut déléguer la gestion sans trop de difficultés. En revanche, dans les zones détendues, il faut absolument être sur place. C'est un investissement de proximité. Et ça, je dirais que l'investissement locatif, il faut toujours raisonner proximité. Je n'ai jamais... C'est-à-dire investir près de chez soi ? Investir près de chez soi, tout à fait. J'ai jamais vu aucun Marseillais faire fortune dans l'immobilier à Paris ou aucun Lyonnais développer de gros patrimoine à Lille. Si on Il passe faut par travailler un dans gestionnaire, son jardin. Si on passe par un CGP, un gestionnaire de Oui, patrimoine, les ou un gestionnaires. professionnel qui fait des Oui. investissements pour le compte de tiers, Tout à fait. on n'est pas obligé oui. d'habiter à côté. C'est très bien la gestion déléguée. Moi-même, tout ce que j'ai en locatif, j'ai un gestionnaire. Mais le droit français est quand même tellement, et notamment la protection du locataire, ou le droit, notamment sur le logement, est tellement, disons les mots, ubuesque, que régulièrement, il faut reprendre la main. Parce que, c'est terrible de dire ça, mais un gestionnaire sera obligé de suivre scrupuleusement tous les textes qui sont parfois kafkaïens. Juste un exemple, j'avais égrené sur une chaîne concurrente un jour que vous connaissez, Sylvain, les 7 étapes quand vous avez un locataire qui part, ce qu'on appelle à la cloche de bois. Oui, oui. Vous connaissez ce principe. Oui, ça oui. arrive tout le temps en tant que bailleur. Voilà, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est quelqu'un qui part sans payer. Voilà. Voilà. Qui part sans La nuit, payer, si surtout, possible. mais surtout sans résilier son bail. Oui, oui. C'est ça surtout le Oui, problème. oui. Parce que Donc, juridiquement, vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle vous ne pouvez c'est- pas entrer dans l'appartement. Mais tout à fait. Bien évidemment. Donc, Eh si oui. vous suivez les 7 étapes et votre gestionnaire sera obligé de suivre les 7 étapes, c'est 1 an et demi, 2 ans, ça peut être plus long. Hein. Ouais. Donc ça, tandis que si vous êtes un bailleur, que vous êtes sur place et que vous êtes tout à fait attentif à vos intérêts, vous reprenez la main et vous réglez Oui, je comprends ce que le vous voulez problème beaucoup plus rapidement. Il faut mettre les mains dans le cambouis. Il faut bien comprendre que l'investissement locatif, ce n'est pas une assurance vie, c'est pas je mets de l'argent comme ça, c'est pas un PER, c'est pas un PEA. Oui, oui. Il faut C'est mettre pas les quelque mains chose dans le cambouis. Alors justement, Il faut Stéphane, s'impliquer. vous me permettez cette transition. On a vu une infographie dans laquelle vous recevez une somme d'argent. Dans quoi investissez-vous? C'est une question qui a été posée. Eh bien, 68% dans un logement pour le louer, 15% dans l'assurance vie, 10% dans les formules d'épargne sécurisées comme le livret A, Oui. qui est incroyable, Oui. les livrets A, Oui. qui rapportent rien, Oui. et 7% sur les marchés financiers. Oui. C'est une source, voilà, tous les 4 ou 5 ans, c'est le Crédit Foncier qui avait sorti cet élément-là. On voit bien que l'immobilier ou le droit de propriété à la française, ça a toujours aujourd'hui la cote, ça reste le placement préféré des Français. Oui. Est-ce que vous pensez qu'au vu de des conditions actuelles, qui tendent à dire aujourd'hui maintenant à démembrer la propriété, Ouais. à essayer de peut-être différencier finalement le droit de propriété tel qu'on le connaît aujourd'hui, fait fuir les investissements ou toujours pas? Et en plus, dans des conditions économiques aujourd'hui, où la pierre reste quand même reste une valeur refuge. Non, il y a toujours de l'appétit pour la pierre. Alors spécialement pour la résidence principale, ça c'est sûr, parce que les gens, notamment à la retraite, il faut être propriétaire de son logement pour la retraite. Ça, tout le monde l'a bien compris. Pour l'investissement locatif, le marché est là, malgré les bâtons dans les roues, entre guillemets, notamment que met le HCSF, ou les signaux qui sont vraiment pas terribles, qui sont envoyés aux bailleurs, notamment le plafonnement des loyers, ou peut-être le plafonnement de l'IRL, etc. Bien, je dirais que malgré tous ces signaux qui ne sont quand même pas extraordinairement positifs, la demande est là. La demande est toujours là, mais c'est vrai que on est un petit peu aujourd'hui perdu parce que notamment les signaux sont contradictoires. D'un côté, on pousse
les investisseurs à réaliser des investissements locatifs. De l'autre côté, on les freine. Donc, j'avoue que on est un petit peu là à la croisée des chemins, à se demander où est-ce que les pouvoirs publics veulent nous emmener, veulent en tout cas emmener les investisseurs. Je vous avoue que c'est un petit peu incompréhensible aujourd'hui. Moi, j'ai une question, Stéphane Descartier, sur la manière dont on loue son bien. On n'a pas parlé nu, meublé, ou même de la manière dont on va le louer, à qui, comment. Ouais. Voilà. Quel conseil vous donneriez là-dessus? Alors, fiscalement, le plus intéressant, c'est le meublé, c'est sûr, parce que si on loue en nu, c'est extrêmement difficile en termes de fiscalité. Donc, ça rentre tout de suite dans sa tranche d'imposition, plus la CSG à 17,2. Donc, on est très vite sur des rendements qui vont être laminés par les impôts et la CSG. Le meublé, c'est plus intéressant parce que soit vous prenez un abattement, soit, ce qui est encore mieux, vous allez amortir vos biens, donc sur longue période, mais ce qui permet de créer une rente défiscalisée, ce qui permet de défiscaliser vos revenus qui seront à ce moment-là dans du BIC. Donc le meublé est plus intéressant, mais il faut faire attention quand même sur le meublé parce que c'est tellement intéressant et tout le monde le voit et le constate tellement que il y en a beaucoup. D'ailleurs, il n'y a plus une petite surface dans Paris qui n'est pas en bas meublé. Nous sommes d'accord. C'est fini les beaux vides. Nous sommes d'accord. Et aujourd'hui, un T2 nu se loue plus cher qu'un T2 meublé à Paris, parce qu'il n'y en a plus. Donc les bailleurs ont bien compris. Quel est le bailleur qui veut plus d'impôts, moins de souplesse? Parce qu'en meublé, l'avantage, c'est la souplesse. Bien aussi, c'est des mots d'un an, pour récupérer plus facilement, il y a moins d'impayés, etc. En tout cas, moins longtemps. Donc la possibilité de pratiquer un surloyer est possible en meublé? Alors, surloyer, pas vraiment. On est aussi contraint par les plafonnements de loyer, mais les plafonds de loyer sont un petit peu plus élevés, effectivement, en meublé. Mais c'est vrai que il y a tellement d'avantages sur le meublé qu'il y a certains marchés qui saturent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a trop de meublés. Et je pense notamment à un truc qui est en vogue, mais qui commence à saturer un petit peu de partout, c'est la colocation. Je ne parle pas du co-living haut de gamme qui marche très bien et qui, à mon avis, promis un très bel avenir. Mais notamment la colocation, vous prenez le T4 dans une ville un peu populaire de 80 mètres carrés, vous mettez 5 chambres dedans, louées à 500 €, voilà, on vous affiche des rendements de 10%. Sauf que sur certains secteurs, il y en a eu tellement, notamment des formateurs YouTube et puis des gens qui en ont fait l'alpha et l'oméga de leur offre, que il y a plein de marchés qui saturent. Donc là aussi, la colocation, ça peut être intéressant, mais il faut vraiment examiner le marché. D'où l'intérêt d'être accompagné par un professionnel, bien évidemment. Oui, bien sûr, accompagné par un professionnel, mais en comprenant les choses et en étant quand même attentif à ses intérêts. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ne pas se reposer entièrement sur les professionnels. Il faut comprendre ce qu'on fait et il faut être prêt de temps en temps à mettre les mains dans le moteur parce que, encore une fois, les textes sont tellement parfois délirants qu'il faut parfois effectivement s'en occuper soi-même pour se sortir de situations qui peuvent être parfois un peu complexes. Merci Stéphane Descartier. Merci pour vos éclairages Stéphane Descartier, merci pour vos conseils. Rappelons que vous êtes le fondateur de la Maison de l'Investisseur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve tout de suite dans la suite de la Côte Immo.